Et c'est notre moment préféré, grand rendez-vous Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine, merci. Guillaume Monteux, je rappelle, le président de Gatsby, un spécialiste de l'in-game advertising. Ça tombe bien, il y a une grosse actualité dans ce domaine, on va en parler. Vous êtes venu accompagner Guillaume de James Rebourg. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smartech. Vous êtes le président du CEL, donc syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, mais vous êtes aussi le directeur général de Playon, donc un studio de jeux. Je vais vous donner la parole, bien évidemment, avec Guillaume. On a plein de questions à vous poser, mais d'abord, on va décrypter cette industrie du jeu comme on le fait ensemble régulièrement. Et on va commencer par parler de Sony. Et oui, parce que Sony voit son ciel concurrentiel devenir de plus en plus menaçant. Et je vais vous expliquer pourquoi. On se rappelle tous qu'au terme d'un an et demi, la société Microsoft a finalement mis la main sur Activision pour près de 70 milliards de dollars. Et bien, ça fait de Microsoft un acteur dans le gaming de taille égale à Sony. Et cet acteur, il peut devenir très très dangereux pour Sony, parce que non seulement il a potentiellement la même taille, donc le même poids dans l'industrie, mais en plus, avec ce rachat-là, Microsoft met la main sur un catalogue de jeux absolument fantastique, dont Call of Duty, qui est la meilleure vente sur PlayStation. Alors certes, Microsoft s'est engagé à porter tous les Call of Duty à venir sur Sony, mais imaginez que Microsoft mette Call of Duty gratuitement dans son Xbox Game Pass, et ben ça pourrait coûter très cher à Sony. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, Sony s'en serait bien passé aussi, c'est que Sony est actuellement en procès contre 9 millions de joueurs, en l'occurrence anglais, qui leur réclament quand même 7 milliards de dollars. Pourquoi ? Parce qu'ils accusent Sony d'être en position dominante de vente de ses jeux sur ses PlayStation, au travers de son store, et que ces jeux sont horriblement chers et que la commission de Sony est trop importante, 30%. Donc on va voir comment va se dérouler le procès, mais tout ça, ça me rappelle, si vous voulez, un petit peu ce qui s'est passé avec Google et avec Apple, où Epic a tenté de convaincre la Cour de justice américaine du fait que Apple et Google étaient en position dominante sur leur propre store. Alors ils n'avaient pas été convaincus et Epic avait échoué à convaincre les tribunaux de ça, mais quand même, on a vu quand même les conséquences. C'est que Apple, pour certaines catégories d'applications, avait été obligé, et est obligé toujours aujourd'hui, de proposer d'autres moyens de paiement. Donc si jamais Sony était attaqué peu ou prou aussi sur ce sujet-là, c'est peut-être potentiellement les marges de Sony qui pourraient s'amoindrir sur leur PlayStation Store. Alors, ça fait quand même pas mal. Oui, c'est bien. D'autant que les nouvelles de Sony sont plutôt bonnes en général. Ils ont vendu 45 millions de PS5, Xbox en a vendu 25. Ils viennent de sortir leur PlayStation Portal, vous savez, le device qui permet de jouer aux jeux PS5 en Wi-Fi chez soi. Et puis, ils sortent une nouvelle PS5, la fameuse PS5 Slim. Oui, alors parlons de cette actualité positive quand même, Guillaume. Absolument. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette nouvelle PS5, la Slim ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, pas grand-chose. En tout cas, techniquement, elle a absolument rien de différent avec sa grande sœur. Elle vient simplifier la gamme PS5, puisqu'avant, on avait l'édition standard, où il y avait un Blu-ray, puis l'édition digitale, où il n'y avait pas de Blu-ray, donc c'était un peu compliqué. Donc maintenant, il y a une seule édition, avec laquelle vous pouvez, ou pas, avoir un lecteur Blu-ray. Et puis, la PS Slim est, on va dire, plus légère, mais pour le joueur que je suis, par exemple, ça ne change pas grand-chose. Lever 2,5 kg ou 1,8 kg, ça ne change pas grand-chose pour moi. En revanche, pour Sony, ça change énormément. Pourquoi ? Pour moi aussi, peut-être. Non, je plaisante. Pourquoi ça change beaucoup pour Sony ? C'est pour les coûts de distribution. Comme la machine est plus légère, le coût va être, on va dire, largement réduit. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, surtout que Sony vend beaucoup de PlayStation. Donc en fait, la PlayStation 5, Slim, elle apporte pas grand-chose, d'autant qu'elle est vendue quasiment au même prix, si vous voulez, que la PlayStation dite Fat. PlayStation dite Fat, c'est plutôt un update à l'avantage de la firme plutôt qu'aux joueurs. Voilà. Alors, Paris Games Week, vous y étiez ? Vous avez pris le pouls un peu de l'industrie ? Absolument. Alors, je pense que James nous en parlera tout aussi bien, parce que James est le patron du CEL qui organise la Paris Games Week tous les ans. Mais moi, ce que j'ai entendu, et c'est assez intéressant, c'est plutôt des messages contradictoires que je voulais partager avec vous ici, sur l'industrie. C'est quoi ces messages contradictoires ? D'un côté, on a des messages qui sont très positifs, et des faits qui sont très positifs. Tous les ans, tous les instituts s'accordent sur le fait qu'on gagne 350 000 joueurs par an, notamment grâce au mobile. Et aujourd'hui, on doit être à environ à 3,5 milliards, si vous voulez, de joueurs dans le monde. On est en plein renouvellement des générations de consoles.
et qui sont enfin disponibles à grande échelle. On n'a plus besoin de tordre des schémas pour s'en procurer. La Switch 2 va venir l'année prochaine. Il y a un refresh de la Xbox aussi l'année prochaine. Bref, côté hardware, ça devrait aller très bien. Côté logiciel, là aussi, ça va plutôt pas mal. 30 millions de joueurs sur Halo Infinite, 20 millions de joueurs sur le jeu Life is Strange, fait par nos amis français de Dontnod et distribué par Square Enix. Dernier Superman s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. Zelda s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Microsoft fête sa 300 millionième unité vendue de Minecraft. Il y a des jeux formidables qui sont sortis cette année. Zelda, Diablo 4, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Super Mario, Starfield. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Bref, l'industrie va bien. Et elle montre en tout cas qu'elle est toujours la première industrie culturelle du monde et qu'elle compte bien le rester. Mais en même temps, en 2023, on a vu quand même un certain nombre de licenciements, près de 6000 licenciements dans l'industrie, chez Electronic Arts, chez Embracer, qui se séparent entre 5 et 10% de leurs employés, ce qui fait que, en fait, il y a eu énormément de jeux qui ont été retardés, qui ont été annulés, voire qui ont été bâclés, même chez ByteDance, le propriétaire de TikTok, qui possède un studio de jeux qui s'appelle Nuverse, ils arrêtent les développements de ces jeux, donc c'est quand même dommage, notamment pour ceux qui aiment bien jouer à Marvel Snap, qui est quand même un jeu qui est assez sympathique. Donc voilà, donc des licenciements, une industrie qui va bien, dans le même temps il y a toujours des acquisitions, il y a Ionic, le distributeur qui vient d'acquérir un petit studio, N-Dreams, mais pour quand même 110 millions de dollars. Donc on a quand même, on va dire, une vraie dynamique, si vous voulez, de marché. Et parallèlement à ça, donc voilà, des petites zones d'ombre, des petits nuages. Donc c'est une industrie qui grandit, mais aujourd'hui prudemment. Bon, je voulais aussi vous entendre sur cette affaire, la polémique autour d'Ubisoft, puisque vous êtes un professionnel de la publicité dans les jeux. Ça m'intéresse d'avoir votre regard, comment vous avez vécu. Réaction épidermique des joueurs lorsqu'ils découvrent dans Assassin's Creed un pop-up faisant une autopromo pour un jeu d'Ubisoft à l'occasion du Black Friday. Donc, quelle est votre lecture de cette affaire? Est-ce que vous comprenez la réaction épidermique des gamers? Enfin, voilà. Oui, évidemment, je la comprends, la relation épidermique. Et aussi le mea culpa d'Ubisoft. Le mea culpa d'Ubisoft, qui dit que c'est une erreur technique. Voilà, alors là, je suis un peu plus réservé, on va dire, sur cette remarque. Alors, il faut quand même que je dise, à toute fin de transparence, que Gatsby est effectivement la société que je dirige, spécialisée dans la publicité dans les jeux vidéo, de la publicité non intrusive dans les jeux vidéo. Et je dois dire qu'Ubisoft est un partenaire minoritaire de ma société. Mais il ne m'empêche pas de dire, en toute liberté et transparence, ce que je pense. Et je vais commencer quand même par vous parler de l'industrie de la publicité dans les jeux vidéo, qui est quand même une industrie qui va formidablement bien. Elle était prévue pour faire 21 milliards de dollars dans le monde cette année, par Statista notamment. Et en fait, elle va faire 25. Et ma société, on parle de transparence, cette année, on va faire 12 fois plus de chiffre d'affaires que l'année dernière. Donc on est vraiment dans un schéma où les marques s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo. Et nous, on le sait bien, on le voit, Ubisoft aussi le sait bien et le voit. Donc, ils testent. C'est ça qui est intéressant. Moi, je ne suis pas trop pour le mea culpa, parce que Ubisoft est non seulement un formidable éditeur de jeux, mais c'est un éditeur qui innove, qui tente. Et je pense que moi, je ne suis pas dans le secret d'adieu. Et en l'occurrence, ça ne s'est pas fait avec les technologies Gatsby. Mais je pense que ça fait partie des solutions d'innovation d'Ubisoft. Peut-être l'erreur technique, c'est de l'avoir poussé sans validation. Enfin, bon, peu importe, on ne peut pas, dans un jeu payant... Ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pubs dans les jeux, que c'est un marché hyper florissant. Qu'est-ce qui fait que là, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été accepté? On ne peut pas, dans un jeu vidéo payant, mettre de la pub à un moment qui gêne le joueur. C'est pas possible. Là, en l'occurrence, vous aviez votre bonhomme qui marchait dans l'univers, vous vouliez accéder à la carte pour savoir où est-ce qu'il était, et bam, vous avez une publicité pour Assassin's Creed Mirage dans le cadre du Black Friday. C'est pas possible. Pas dans un jeu payant. La pub dans les jeux vidéo, aujourd'hui, elle est acceptée quand elle a une contrepartie, soit quand le jeu est gratuit, soit quand l'élément de publicitaire apporte un élément de réalisme. Là où je suis un peu moins, je vais dire, en phase avec les réactions, je comprends tout à fait la réaction des joueurs, mais je la trouve un peu disproportionnée. Parce qu'en vrai, il y a énormément de médias qu'on paye et
dans lesquels il y a déjà de la publicité. Quand vous allez au cinéma, avant, vous avez de la publicité. Quand vous achetez votre journal, vous le payez. Pas pendant le film, quand même. Pas pendant le film, mais avant le film. Voilà. Donc, quand vous achetez votre journal, pendant que vous lisez, au milieu des articles, vous avez de la publicité. Il y a certaines chaînes de télé que vous payez et pour lesquelles vous êtes obligé. Là, vous l'avez dit, c'est le format. En fait, c'est cette interruption du jeu. Quand il y a une inadéquation entre le moment et le format, ça marche pas. Bon. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour les éditeurs et pour les marques, parce que ça veut dire que les joueurs sont sensibles à la publicité, et ça c'est plutôt porteur d'espoir pour ceux qui sont dans l'industrie. Ça veut dire qu'il faut gagner en maturité aussi. Absolument. Alors, on a la chance quand même d'avoir en plateau un représentant du CEL, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, James Rebourg. Merci encore d'être avec nous. Je le disais, vous êtes aussi le directeur général de Pléon. Donc Pléon, ça regroupe quoi? Une dizaine de studios de développement de jeux vidéo? Ah oui, alors Pléon, c'est une structure qui a maintenant un peu plus de 30 ans. On a deux types d'activités. Donc, on a une structure qui est ce qu'on appelle une structure assez classique, à la fois développeur, éditeur de jeux vidéo, avec 9 studios, un certain nombre de franchises relativement connues, que ça s'appelle effectivement Dead Island, Saints Row, Let's Sing, Dead comme Deliverance. Donc ça, c'est ce qu'on fait comme le ferait un acteur comme Ubisoft, Electronic Arts. Et au-delà de ça, on a une autre activité quelque part qui est un peu le cœur et l'ADN de notre structure, c'est le fait d'être éditeur partenaires tiers, à savoir qu'on va se retrouver au niveau d'un certain nombre de filiales au niveau Europe, à la fois faire le marketing et la distribution d'éditeurs comme à la fois Activision Blizzard avec Call of Duty, avec également Sega sur des jeux comme Sonic, ou Capcom avec Street Fighter ou Resident Evil. Donc on a vraiment ces deux types d'approches. Et dans le cadre vous êtes vraiment donc au cœur, pardon, je vous interromps, mais vous êtes vraiment au cœur de ce secteur, de l'activité. Quand vous entendez Guillaume nous dire à la Paris Games Week, les discours étaient un petit peu contradictoires, comment vous l'apercevez, cette industrie du jeu? L'industrie, pour nous, elle est structurellement en hausse depuis maintenant un peu plus de 12 ans. Donc, véritablement, il y a une consommation d'année en année qui ne cesse d'augmenter au niveau du jeu vidéo. Un point en même temps crucial qui est à appréhender, c'est aussi ce qu'on appelle le phénomène d'accélération qu'ont été les 2 années Covid. Parce que vous imaginez les gens chez eux, le jeu vidéo étant le premier loisir culturel en France et même au niveau mondial. Les gens se sont retrouvés donc, autour de la console durant le Covid. Souvent, les enfants ont initié leurs parents ou les parents ont ressorti la console pour la mettre au milieu du salon. Donc, c'est presque devenu même, je dirais, un loisir intergénérationnel en tant que tel et qui a accéléré le développement du jeu vidéo. Donc, ce qu'on peut peut-être observer, c'est que cette accélération, ce qu'on appelle conjoncturelle, a été plus forte que celle qui était structurelle. Oui. Et qu'après 2 ans de Covid, ce qu'on retrouve un petit peu maintenant, c'est une forme, je dirais, de croissance, mais qui est un petit peu moins forte qu'elle ne peut être auparavant. Comment est-ce que vous expliquez le succès des Français dans le domaine du jeu vidéo ? Alors pour plein de raisons, il y a un certain nombre de facteurs à la fois sociaux, économiques. Alors si on prend pour moi les facteurs les plus importants, c'est véritablement la richesse pédagogique qu'on peut avoir en France. On a la chance d'avoir en France en fait une éducation qui va jusqu'au bac, où on apprend beaucoup de matières, à la fois dans la partie mathématique, la partie littéraire, la partie également philosophique. Et cette transversalité d'éducation, quelque part, permet, je dirais, aux jeunes Français de pouvoir être présents sur tous les types d'intérêt, quoi. Alors ça contredit ce qu'on va pouvoir trouver au niveau des classements PISA, j'en ai bien conscience, mais quand vous comparez avec d'autres pays... C'est bien d'avoir un discours positif un peu sur l'école et la formation. Donc ça, c'est ce premier point. Le deuxième point également, on a également d'excellentes écoles de formation de jeux vidéo, que ce soit des écoles à la fois publiques ou privées, qui aujourd'hui en fait développent ce type d'appétence. Le point aussi intéressant qu'on peut avoir dans cet univers-là, c'est que ce qui fait aussi un peu de la force la France, c'est un peu cette culture qu'on a. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais ce côté un peu profil révolutionnaire qu'on a eu il y a quelques longues décennies fait qu'on est toujours dans un principe, je dirais, essayer de repenser les choses, d'avoir un esprit assez critique. Et c'est vraiment ce qui est demandé au niveau du jeu vidéo. Point aussi important, c'est que le jeu vidéo, pour nous, c'est 2 pieds qui marchent ensemble. Il y a à la fois le côté innovation technologique, où là, il faut des profils ingénieurs qui sont reconnus au niveau mondial. Et derrière, en fait, des profils plutôt orientés design, littéraire ou même philosophique pour créer la partie narrative. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a pu développer en France. Et ces 2 populations arrivent vraiment à se parler les unes par rapport aux autres. Et dernier point, sur tout l'écosystème qu'on a pu avoir en France, on a géré aujourd'hui un point important, c'est le crédit impôt aux jeux vidéo, qui est maintenant développé de longue date, qui permet de financer un jeu vidéo à 30%. Donc ça, c'est un point important. Et l'autre, donc un soutien politique à la fois politique, économique. Durant la Paris Games Week, on a eu la chance d'accueillir plus de 5 ministres, dont le numéro 2 du gouvernement, Bruno Le Maire, qui se rendent compte de la puissance que peut avoir aujourd'hui le jeu vidéo. Bon, il ne nous reste plus qu'une minute ensemble. S'il y avait un grand chantier dont vous devez nous parler, là, du CEL pour l'année qui vient, 2024 ?
Pour nous, les grands chantiers, c'est toujours la capacité à promouvoir le jeu vidéo. Donc, on va le faire en affaires publiques. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui remontent au niveau européen. Et ce qu'apporte le CEL, c'est d'être un très gros contributeur de ce qui se passe en France, puisque le jeu vidéo étant un marché mondial, on a bien évidemment besoin d'avoir une coordination qui se fait au niveau européen, quoi. Et la France est souvent un gros terrain d'expérimentation. Merci beaucoup, James Rebourg, président du CEL et également directeur général de Play On France. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, également président de Gatsby, pour cet exercice de décryptage, de transparence et aussi l'invité en plateau. Allez, maintenant, c'est le moment de clore cette émission avec cette question de l'impact du numérique sur notre santé.